Bonjour sur ce live, bienvenue à Concept Image. Sujet du jour, éco-conception, comment limiter l'impact écologique de mon site web. On va commencer par se présenter. Donc moi je suis Mathieu Nourry, directeur technique de Concept Image. Tout à fait. Et moi, c'est Elisa. Je suis chef de projet chez Concept Image. Et donc déjà, Concept Image, certains nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour les nouveaux, on va présenter Concept Image. On est une agence de conseil, créa, communication digitale, donc basée à Rennes. On est 17 personnes au sein de cette agence, donc on fait pas mal de choses. On fait de l'illustration, de la photo, du motion, du tournage. En digital, on travaille principalement sur des sites internet. On fait un peu d'e-commerce, d'applications. On fait tout en interne, tout ici à Rennes. C'est fait maison, fait main. Même les travaux derrière, là, ça a été fait en interne récemment. Ah oui, il faut en parler. À fond, on est fiers. On fait tout sur mesure. Pour tout type de projet, tout type d'activité, on s'ennuie pas, quoi, en fait, on peut le dire. Et on fait des webinaires aussi. Et on fait des webinaires accessoirement, effectivement, tous les mois. D'ailleurs, quelle transition formidable. Donc là, comme les couchettes. Oh là là, ça commence bien, ça. Et les chouquettes. Comme les couchettes. Ça, c'est à retenir, ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Justement, bienvenue pour ce live. Donc, on essaie de proposer tous les mois un live d'1 heure et demie pour présenter un sujet. Donc aujourd'hui sur l'éco-conception. Donc on essaie de vous apprendre en s'amusant et de vous permettre de passer à l'action. On essaie de faire des formations donc pas trop descendantes et hyper concrètes. Le but, c'est que vous sortiez de ce live en ayant des actions concrètes, des choses, des tips, des trucs pour tester, mettre en place. On essaye de rassembler les acteurs du marketing, de la communication, même en live. Donc, c'est le propos de ce webinaire. À tout moment, vous pouvez intervenir sur le chat. Oui, vous pouvez interagir avec nous avec le chat, nous poser des questions à tout moment. Donc, on a un œil dessus et on peut répondre en direct. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien Twitch, donc vous pouvez afficher le chat juste avec la petite flèche qui est à droite, là, comme indiqué à l'écran, s'il n'est pas affiché par défaut. Et puis, donc si vous voulez nous envoyer des messages, il faut un compte. Et pour créer un compte, c'est très simple et c'est gratuit, c'est assez rapide. Donc, ça peut vous prendre 1 minute environ. Tout de suite maintenant, si vous voulez nous envoyer des messages par la suite. Et d'ailleurs, on va même commencer tout de suite. Pour ceux qui donc, ont déjà la possibilité de le faire, on va vous poser une question assez simple, c'est de noter votre connaissance du sujet de 1 à 5 par rapport à l'éco-conception, pour savoir un petit peu le public qu'on a accueilli aujourd'hui. Donc on vous laisse quelques instants. Ouais. Donc 1, c'est si vous avez juste entendu parler du sujet une fois, et puis 5, vous avez fait une thèse sur le sujet, grosso modo. Voilà. Toute proportion gardée. Alors, comment est-ce que vous situez? 1,5, on nous dit. Ok. 2,5. 2. 3, ça 3. augmente. Ouais, ça augmente un peu. 1,5 aussi. 2, 1,5. Ok. Bon, on a une moyenne de 2. Ouais, une moyenne de 2 peut-être. 2, 2,5. Donc c'est des gens qui savent ce que c'est. Mais pas dans le détail. On va essayer d'y répondre de manière la plus exhaustive possible. Ok. Et puis bonjour à ceux qui arrivent. Exactement, on a démarré très vite, mais... Oui, chapeau de roue, on ne voulait même pas laisser le temps là, de créer votre compte. C'est ça. Bon, pour ceux qui créent un compte en ce moment, vous pouvez nous envoyer votre petite note de 1 à 5 en cours de route, on la verra. Au fur et à mesure, on verra. Ça se trouve, ça va augmenter. Peut-être même pendant le live, ça va augmenter. Ça, c'est le but. On enchaîne. Ok, donc du coup, on peut passer au vif du sujet. Donc, l'éco-conception. Donc, déjà, l'écologie, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place au sein des entreprises. Ça a été longtemps écarté, mis de côté par les entreprises. Mais aujourd'hui, en fait, on peut plus vraiment passer à côté. À vrai dire, il y a de plus en plus de politiques RSE, notamment, qui prennent en compte les questions de l'écologie. Et donc, du coup, ça arrive au cœur du sujet de pas mal d'entreprises. Donc, évidemment, ça nécessite de changer certaines pratiques. Et puis, voilà, changer tout ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, on va vous donner quelques outils pour démarrer ce changement-là.
évidemment, il faut se méfier du greenwashing. On en entend parler à tout va, l'éco-conception, est-ce qu'on plante des arbres, etc. Donc voilà, on va essayer de se méfier un petit peu, de garder Tout ce qui est dit, la tête tout ce froide. qu'on entend. Et avant d'aborder proprement le sujet de l'éco-conception dans le cas d'un site web comme c'est le sujet, déjà en tant que consommateur, nous-mêmes, on voit déjà qu'il y a des enseignes qui s'efforcent de limiter les émissions de CO2. Enfin, c'est dans l'air du temps, ce qui est assez logique. Donc on va prendre un exemple assez concret et qui parle à tout le monde, c'est le ticket de caisse. On voit qu'il y a de plus en plus d'enseignes, de magasins qui nous offrent la possibilité de ne pas imprimer un ticket, de recevoir par mail la version numérique de notre ticket. Et là, on se dit, chouette, en fait, je fais un geste pour la planète, ça consomme moins, je renvoie un mail, évidemment. Enfin, sauf qu'en fait, pas forcément. Parce que là, comme vous pouvez voir sur ces... Alors, la source, on pourra vous la partager. C'est qu'on se rend compte qu'un ticket papier, effectivement, ça consomme moins de CO2, mais plus d'eau. 5 centilitres d'eau pour 2 grammes de CO2 émis. Là où en version dématérialisée, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on va émettre plus de CO2. Et alors effectivement, ça va consommer moins d'eau. Donc c'est là où effectivement, faut trouver l'équilibre et se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que tout ce qui est dématérialisé n'est pas forcément pas consommateur. L'inverse c'est vrai. Donc voilà, l'idée c'est de trouver le juste équilibre. Donc voilà, c'est dématérialisé, ça pollue aussi. C'est pas, voilà, ça fait partie des choses à retenir. Et donc, comme notre comportement aussi sur le web, il émet des émissions d'empreinte carbone, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Donc, l'envoi d'un email, consulter une page web, visionner une vidéo. Là, en suivant ce live, de fait, vous consommer davantage. Mais ne partez pas pour autant. Le fait de conserver vos fichiers en masse sur votre Google Drive ou je ne sais où, forcément, dans le cloud, ça consomme de l'espace et tout ça, c'est de l'énergie qui est consommée. Donc c'est ce que je disais, les comportements ont des conséquences sur l'environnement et donc de fait via les sites web, via toutes les actions qu'on peut faire. Donc faut être vigilant à ça et en fait pour être vigilant, faut savoir quoi consomme, comment effectivement limiter ce genre d'impact. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, de vous donner quelques astuces. Donc, donc là, on a un sujet. Alors, tout de suite, on se challenge. On va tirer au sort dans le chapeau. Alors, on a un magnifique chapeau magique. Le chapeau magique pour le chapeau magique. Donc, c'est moi une main innocente. Allez. Je suis pas sûr. Et donc, le petit challenge, on a 1 minute pour trouver la bonne réponse à cette question. Alors, vous pouvez chercher chez vous. Oui. Vous pouvez nous donner votre réponse. On va jouer ensemble. Alors, la question c'est à combien d'allers-retours Paris-New York équivaut l'envoi des mails d'une entreprise de 100 salariés pendant 1 an. Ouais. Donc, les réponses possibles sont 14, 10 ou 5 allers-retours Paris-New York. 14, alors, 5 ou 10. Je répète la question parce qu'elle est un peu longue. À combien d'allers-retours Paris-New York équivaut l'envoi des mails d'une entreprise de 100 salariés sur 1 an ? 14, 10 ou 5 ? Alors, on nous dit dans le chat 14. Alors, attention, c'est pas parce que c'est le chiffre le plus élevé et pas forcément la bonne réponse. On connaît le piège. Moi, j'aurais coupé la poire en deux. Ouais, peut-être 10. Ouais, parce que je pense que c'est largement plus que 5. Après, entre 10 et 14, en vrai, c'est pas. Et 5, c'est déjà beaucoup, en vrai. Ouais, mais ça consomme. Ouais, 100 sur 1 an. Une entreprise de 100 salariés. 100 sur 1 an, c'est beaucoup. Ça me. Ouais, donc. Voilà, donc on n'a pas forcément la réponse. On coupe la poire en deux. Parce on ne connaissait pas la réponse. Alors, que nous dit la régie Que nous dit la régie par rapport à cette réponse? Nous, on est parti sur 10. Ah. C'est moins. On nous dit que c'est pas la bonne réponse. C'est plus. Donc, c'est 14. C'est 14. Ah, incroyable. Tu vois que tu disais non, c'est beaucoup. Bah ouais, 100, voilà. Donc, voilà, ouais, on s'est fait avoir aussi. On s'est fait avoir. On va envoyer moins d'emails d'un coup. C'est ça. Et les gens étaient quoi? Les gens étaient. Oui, bravo, vous avez pour la plupart bien répondu. Yes. Alors, hops. Alors, du coup, on enchaîne sur ces bonnes nouvelles. Donc, entre 2012 et 2022, donc, le poids médian d'une page web a été multiplié par 4. Donc, c'est assez énorme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais, moins de 10 ans, ouais. Ouais, en 10 ans.
Mais ce n'est pas une fatalité, puisque aujourd'hui, il y a des pratiques qui permettent de faire en sorte que votre nouveau site web, il émette moins de CO2. Donc voilà, le but c'est de voir comment on place le curseur à ce niveau-là. Et donc on parle d'éco-conception, vous l'avez compris, qui est une démarche globale de conception des sites web et des applications web. Donc super, bah, vous allez en parler à vos collègues, à votre direction. C'est parti. Et là, on va faire notre petit jeu de mise. C'est-à-dire que là, il y a de collègue de marketing qui va dire OK pour l'éco-conception, mais tu ne fais pas un site moche. Hein. Ouais, le DSI va dire bah, tu nous fais un truc ultra compressé, le tour est joué, hyper simple. Exactement. Ouais. Après, la directrice commerciale qui, elle, est plutôt éco-conception, si tu veux, mais n'oublie pas qu'on est là pour faire du business. Mhm. Et le responsable RSE, un peu provoque, il nous dit le plus green, c'est carrément de ne pas avoir de site web, je pense. Exactement. Bon, enfin Ah bref, oui. ouais, on respire parce Ouais. que tout ça, c'est beau. C'est ça. Mais c'est pas, voilà, c'est pas aussi tranché que ça. Donc voilà. Donc l'éco-conception, bah, c'est le cœur du sujet, c'est quoi exactement? Donc on va lire une définition un petit peu classique, mais finalement c'est un peu l'idée. Donc c'est une démarche qui consiste à limiter l'impact des sites internet. Donc on va optimiser chaque étape du cycle de vie du site web, parce que ça passe par la conception UX et UI, par les étapes du développement, même par la maintenance. Donc voilà, c'est tous ces éléments sur lesquels il faut essayer d'optimiser pour consommer le moins possible. Donc pour justement concevoir des sites moins énergivores, en étant donc plus respectueux de l'environnement, sans négliger les performances de votre site. Donc pour ce qu'on appellerait l'éco-conception web, c'est la recherche de l'efficience, c'est-à-dire qu'essayer d'en faire autant qu'avant, mais en utilisant le moins de ressources possible, et donc d'économiser le plus qu'on puisse. Ce qui est donc bon pour la planète, tout ça. Tout à fait. Et si c'est bon pour la planète, c'est que c'est aussi bon pour vous, pour les utilisateurs, c'est bon pour ton corps. C'est ça. Non, je ne sais plus d'où je l'ai expliqué ça. Donc voilà, donc c'est tous des éléments qui sont vraiment à prendre en compte. Donc il y a de nombreux avantages à l'éco-conception. Tout à fait. Donc en premier lieu, ça va être bon pour... donc ça va permettre une meilleure accessibilité. Donc on va se concentrer en fait à la base sur le besoin de l'utilisateur avant tout pour aller à l'essentiel. Donc si je reformule, si on veut aller à l'essentiel, il faut connaître les besoins utilisateurs. On va naviguer la navigation sur le site, on va faire en sorte qu'il y ait moins d'informations, qu'on s'y retrouve mieux, que l'internaute il puisse se repérer beaucoup plus facilement sur le site internet et qu'il puisse trouver ce qui l'intéresse assez rapidement, en chargeant le moins de pages possible aussi. On va essayer de travailler aussi sur une meilleure expérience d'utilisateur, justement, pour l'engager davantage. Donc c'est sûr que avec un site trop lent, ça va générer de la frustration sur l'internaute, de l'impatience, et du coup cette insatisfaction de l'utilisateur va faire que potentiellement il va quitter le site plus vite. Comme on est habitué à ce que tout soit chargé instantanément, on n'aime pas attendre. On est tous comme ça, et pas que sur Internet d'ailleurs, mais de manière générale, d'autant plus sur Internet, plus la page met du temps à charger, et donc plus il y a des risques qu'effectivement l'internaute quitte. Donc c'est en ça qu'un site éco-conçu, il est de fait moins lourd, il charge plus vite, et donc le contenu arrive plus vite, et je suis satisfait plus vite. Et donc ça, c'est des leviers qui sont importants, qui en plus de permettre effectivement de concevoir des choses plus légères, ça permet d'engager davantage l'utilisateur dans son expérience. Et donc, il y a aussi un impact sur le référencement naturel par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc le site, quand il est éco-conçu, il est plus rapide à charger. Et comme il est plus rapide, ça plaît à l'algorithme de Google qui prend cet élément-là en compte pour valoriser les sites dans les résultats de recherche. Donc voilà, quand il est trop lent le site, les utilisateurs y restent pas. Google le remarque aussi, le temps des visites. Et puis le but c'est de répondre au mieux possible à la recherche des internautes. Donc, en offrant une meilleure expérience utilisateur aussi. Sachant qu'il y a l'effet aussi, c'est quand Google il n'aime pas trop ton site qui est pas, de fait, il va moins te mettre en haut oui. dans les recherches. Donc voilà, donc c'est aussi le double effet qui se coule.
Donc davantage de conversion, effectivement, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que le principe du site éco-conçu, c'est de supprimer le superflu. C'est-à-dire que tout ce qui peut distraire l'internaute, c'est-à-dire que s'il y en a de partout, si ça clignote de partout, de fait, le client, enfin, du coup, oui, qui finalement potentiellement est un client d'ailleurs, il va être distrait, il voit tout ce qu'il y a de partout, il va pas être concentré sur l'information essentielle. Donc l'idée, c'est vraiment de convertir cette navigation sur quelque chose d'utile, et c'est là où c'est important effectivement d'alléger le plus possible. Et de fait, comme on l'a vu précédemment, j'enlève toutes ces fioritures qui servent à rien, j'allège mon site, et de fait, pareil, le taux d'engagement, donc tout ça est relativement lié. Ah oui, donc l'exemple intéressant, c'est AliExpress. C'est-à-dire qu'AliExpress, ils ont travaillé justement pour optimiser le chargement de leurs pages. Donc ils ont réussi à faire que le chargement des pages a été 36% plus rapide. Et donc, ça s'est transformé en une hausse des commandes de plus de 10%. Donc, c'est pas anodin. Et derrière, ils ont constaté une augmentation de 27% de conversion des nouveaux clients. Donc, on voyait qu'en faisant un travail sur l'éco-conception, ça a des bénéfices assez directs sur l'utilisation des internautes. Du coup, pour l'éco-conception, ça permet aussi d'avoir un site à un prix plus attractif. Puisque, contrairement à ce qu'on peut penser, un site éco-conçu, en fait, il est moins coûteux parce qu'on élimine tout ce qui est superflu. Et donc, comme on élimine certaines fonctionnalités, ça demande moins de temps à développer et donc ça coûte moins cher. Donc voilà. Et on utilise aussi, avec une meilleure utilisation du matériel, ça permet aussi de réaliser des économies, quoi. Alors, du coup, comment on s'y prend concrètement pour se lancer ? Donc on a un plan assez classique. Il y a plein d'éléments justement qui composent la manière de faire un site éco-conçu. Donc on va aborder le sujet des fonctionnalités, tous les aspects web design, tout ce qui est lié au contenu de votre site, tout ce qui est effectivement les aspects de développement, on en a parlé un instant succinctement, et l'hébergement, et après tout ce qui est l'amélioration continue autour de votre site. Donc on commence classiquement par tout ce qu'on appelle les fonctionnalités. Donc une fonctionnalité, il faut savoir que quand on conçoit un site, quand vous venez avec un cahier des charges avec un certain nombre de fonctionnalités, on va se rendre compte que il y a 82% de ces fonctionnalités, en fait, elles seront très très rarement utilisées, et il y a quasiment la moitié de celles-là qui sont même pas du tout utilisées. Donc c'est là, il y a déjà une première chose à faire, c'est se dire, est-ce que c'est pertinent de mettre ça en place sur mon site, parce que c'est un coût déjà à réaliser, Oui. et puis derrière, ça a un impact sur l'éco-conception. Donc on va commencer par se poser 3 questions. Est-ce que c'est utile pour l'utilisateur final ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si on ne met pas en place cette fonctionnalité ? Première question. Est-ce que ça va du coup générer de la frustration de l'utilisateur s'il n'a pas cette fonctionnalité qu'on a mis en place ? Est-ce que c'est un coup, est-ce que justement il quitte le site ? Et il aura une expérience négative de l'expérience qu'il vit s'il n'y a pas ces fonctionnalités. Donc c'est la première question qu'on se pose. Mais on va se poser également la question de votre côté. C'est-à-dire que vous, pareil, si cette fonctionnalité n'est pas mise en place, pareil, la même question qu'on s'est posée précédemment. Est-ce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas cette fonctionnalité ? Quels sont les impacts par rapport à ça ? Est-ce que ça va limiter derrière les opportunités commerciales si je ne mets pas ça sur mon site, ou est-ce qu'on sont moins qualifiés ? Donc là, pareil, c'est une question à se poser. Et la dernière question, c'est de manière générale, par rapport à ces 2 premières questions, c'est on fait le tri déjà de ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, et parmi celles qu'on vraiment on se dit, il les faut, comment essayer de limiter un petit peu la manière dont c'est fait, de manière plus simple. Et donc, si on simplifie ces fonctionnalités, on les rend moins lourdes, et de fait, elles sont éco-conçues. Donc voilà, on va d'abord se poser la question côté utilisateur, côté nous, clients, de ce qu'on a besoin. Et à la fin de ça, une fois qu'on a fait déjà un premier tri, on se passe l'ultime question de savoir, maintenant, ce que je veux garder, est-ce que je ne peux pas le simplifier aussi ? Et donc avec ces trois questions, déjà, on élimine beaucoup de choses. Déjà. Tout ce qui est inutile, on allège tout ce qui peut l'être. Et ça permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur la vraie valeur ajoutée de notre site. Et après, comme avec tous les impacts qu'on disait avant, éco-conception, même faire des économies sur ce qu'on a à faire. Donc voilà, se concentrer sur ce qui est vraiment utile. Donc là, on va prendre un exemple, pareil, ça marche toujours les exemples, c'est l'impression des pages.
Tout à fait. Je t'ai piqué ta partie, Tu c'est m'as ça? piqué Ouais, ma bah partie, oui, bah oui. tout à fait. Mais c'est pas Ouais, grave. ouais, Hein, tu ouais, es sur ta Ah oui, lancée. moi je suis parti là. Donc l'impression des pages, donc c'est une fonctionnalité que vous connaissez peut-être, qui permet, qui a un petit bouton, un petit picto qui permet de générer un PDF imprimable. Donc posons-nous la question, est-ce que c'est utile pour l'utilisateur? Donc de manière globale, aujourd'hui, c'est des réflexes que les utilisateurs ont de moins en moins d'imprimer des pages web. Donc on est plutôt habitué à lire du contenu sur un écran. C'est aussi plus rapide, accessoirement, de trouver une page enregistrée dans les favoris plutôt que de ressortir ces petits papiers du fond de son tiroir. Mais en revanche, c'est une fonctionnalité qui peut être utile dans certains cas, par exemple sur des sites de recettes de cuisine, par exemple, où on veut faire son petit classeur Ah pour bah oui, ranger ses petites c'est recettes. le best. Donc là, ça reste pertinent. Mais globalement, bon, on peut dire, est-ce que c'est utile aujourd'hui en 2024? Pas vraiment. Donc on a déjà répondu à cette question. Est-ce que c'est nécessaire pour votre entreprise? Donc tout dépend de votre activité. Si vous bossez chez Marmiton, ça reste utile. Mais globalement, en fait, pour expliquer un petit peu, rendre une page imprimable, ça demande du temps. C'est pas juste un petit bouton, comme je l'ai présenté d'ailleurs. C'est pas du tout ça. C'est pas C'est être un pas petit bouton, mais juste c'est pas un juste un petit petit bout derrière. bouton pour l'utilisateur. C'est juste c'est- un petit bouton sur lequel on clique. C'est même ce qu'il y a de plus Euh, pénible à faire. Là, ouais. du coup, partez, faites pas. Ouais. Ça nous arrange. Non, mais c'est vrai que. En fait, derrière, ça nécessite du développement, puisqu'en fait, il faut adapter, il faut faire du développement pour adapter la page Ouais. pour qu'elle puisse être générée en PDF Voilà. et imprimée. C'est une version simplifiée de la page, en fait, qui doit être réfléchie et développée. Donc, c'est pas du tout automatisé. Et donc, du coup, bah voilà. Est-ce que c'est utile pour votre entreprise? Est-ce que c'est nécessaire de dépenser plus, du coup, pour cette fonctionnalité qui sera peut-être pas utilisée par votre cible, par vos utilisateurs? Et puis, ben voilà, si vous pouvez utiliser ce budget-là éventuellement, enfin, soit le garder, l'économiser, ou opter pour une fonctionnalité qui est plus pertinente. Donc voilà, pensez à la valeur que ça apporte. Donc voilà, nous, on y va, on dit poubelle. Cette fonctionnalité-là, Sinon, on se retrouve sauf dans, cas on se retrouve spécifique, dans les 45% de fonctionnalités qui ne servent pas, ou 80%, et effectivement, c'est ça. Ce serait dommage. ça serait dommage. Deuxième item de la liste de tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne le web design. Donc c'est très simple, hein, on va privilégier du web design épuré. C'est-à-dire qu'un site respectueux de l'environnement, c'est aussi l'adapter graphiquement. C'est-à-dire qu'on va construire des interfaces plus simples, design épuré, bien sûr sans nuire à l'expérience utilisateur, mais en fait voilà, il y a une réflexion qui peut être faite complètement sur ce genre d'éléments, et c'est pas forcément plus de temps de le penser éco-conçu, puisque de toute façon il y a un travail au niveau du web designer qui est fait, mais autant le penser directement le plus efficace possible. Et donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus il y a d'éléments sur votre site, plus il y aura besoin d'énergie, hein, et pareil, on rappelle ce que je disais, c'est-à-dire que s'il y en a de partout, l'utilisateur est perdu et donc il quitte votre site. Donc voilà, essayez d'épurer le plus possible, moins d'éléments, c'est plus rapide à charger. Et on revient encore là-dessus, on supprime le superflu et derrière, l'utilisateur, il y trouve son compte dans tous les cas. On va donc au niveau de, plus concrètement des éléments graphiques, on va privilégier tout ce qui est les icônes, les illustrations, plutôt que de mettre des images lourdes qui prennent plus de place. C'est-à-dire que voilà, on est sur des aplats de couleurs, ce qui fait que derrière... qui dit moins de couleurs dit fichiers plus petits, là où les images, effectivement, avec des millions de couleurs, qui sont généralement avec des gros fichiers, grosse résolution, ça met plus de temps à charger, donc on va privilégier ça. On va aussi, au niveau des typos sur le site, c'est-à-dire que, ah oui, c'est sûr que c'est classe d'avoir plein de typos, quoique beaucoup, ça commence à plus être très classe, mais voilà, on va essayer d'avoir que 2 typos, et plutôt des typos qui sont connus, qu'on voit un peu partout, parce qu'elles sont pareilles. Plus la typo est complexe, plus le fichier qui est derrière, parce que derrière, ça reste des fichiers qui sont chargés, plus la page, elle va mettre du temps à charger, donc on va essayer de limiter ça. 2 typos, c'est très bien, et pareil, ça rejoint un peu le côté de ne pas perdre l'utilisateur, c'est-à-dire que trop de typos, ton cerveau, il n'arrive plus à suivre. Donc là, pareil, on engage davantage l'utilisateur. On va penser le site aussi mobile first, c'est-à-dire que de fait, sur un mobile, on sait que on a de la bande passante et potentiellement moins, même si aujourd'hui avec la 5G, c'est moins le cas, mais c'est quand même bien de le penser. Donc si on réfléchit la conception de notre site d'abord pour un appareil mobile,
eh ben, on va avoir des interfaces plus épurées parce que forcément l'écran est plus petit, donc on ne peut pas en mettre de partout. Et en ayant cette conception mobile first, eh ben, de fait, on démarre avec un design plus épuré. Et après, quand on l'adapte pour la version bureau, eh ben, on va hériter un peu de cet habillage un peu plus léger. Et de fait, bah, pareil, pardon, on charge plus vite. Et pareil, le superflu qui part. Superflu qui part. Le superflu qui part, ça veut rien dire, mais les contenus. Oui, donc l'éco-conception, ça passe aussi par les contenus, notamment sur la surcharge d'images dont on a parlé juste avant. Donc les images, en fait, c'est les éléments qui occupent la majeure partie de la bande passante, il faut le savoir. C'est ça qui fait que globalement les pages sont lourdes, c'est un élément qui a beaucoup d'impact là-dessus. Donc on évite de surcharger les pages d'images pour ne pas les alourdir. Donc il n'y a pas, enfin, dans le fond, il n'y a pas besoin d'utiliser 1000 images décoratives pour que votre site soit impactant. On en parlait juste avant, les typos, ça peut par exemple être aussi un élément qui vienne ajouter des choses intéressantes sur votre page, de jouer avec des grosses typos ou alors des illustrations avec des aplats de couleurs, comme on disait, ou même des pictos peuvent tout à fait venir remplacer des images et puis ajouter un peu d'illustration à votre contenu texte. Oui, si on a peur du vide et on veut les remplir par des images, on peut remplir avec des éléments qui sont moins Qui sont énergivores. Donc, voilà. Donc, pour les images qu'on veut garder, On peut pas, une fois qu'on a fait ce premier tri, eh ben, on peut les optimiser, les compresser. Donc voilà, en fait, on n'a pas besoin d'images haute définition nécessairement. On peut les garder dans des grandes dimensions si on le souhaite, mais il y a un premier travail de compression qu'on peut effectuer déjà. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de compresser les images et de les optimiser vraiment de manière significative. On peut passer à la slide suivante pour voir un petit peu, exemple. Du coup, vous voyez à l'écran, donc ici on a plusieurs qualités d'image. Donc vous voyez qu'entre la première et la deuxième, c'est à peine perceptible à l'œil nu. donc je te regarde le poids. Là, je sais pas si tu vois le poids. Voilà, on passe de 1,65 mégas à 83 kilooctets. Donc on est, le calcul de tête est compliqué, mais on est significativement beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, il y a des outils qui sont utiles pour ça. Donc par exemple, on a I Love Image, enfin ça s'écrit I Love IMG, tout collé, qui peut choisir automatiquement la meilleure qualité de compression possible. Ou alors Photopea, qui peut vous laisser choisir le niveau de qualité de votre export. Donc ça, c'est des outils en ligne qui sont facilement accessibles, très faciles à utiliser aussi. Ça, c'est avant quand vous êtes sur votre site prêt à rajouter des images dans votre partie d'administration, si vous y avez pensé en amont d'avoir déjà optimisé la taille de vos images. Alors même s'il y a du travail qui est fait quand vous allez administrer vos images, de fait, en tout cas, nous c'est ce qu'on fait, on travaille les images pendant le process d'upload, mais derrière, une grosse image qui est mise sur un serveur, ça reste une grosse image qui est uploadée sur un serveur. Et ça a un impact, on en parlera après. Tu veux que j'enchaîne, oui. Ouais. Donc du coup, on a aussi des formats d'images qui sont plus légers, comme par exemple le SVG et le WebP. Oui, AVIF aussi, on l'a pas mis là. C'est le format plus récent encore, qui est encore meilleur. Ouais, tout à fait. Voilà. Et ensuite, donc, attention aux vidéos également, parce qu'on a parlé beaucoup d'images. Les vidéos, grosso modo, si on peut éviter, on évite. C'est toujours le mieux de ne pas en utiliser. Et pas partout. Et pas partout. À la place, vous pouvez par exemple utiliser un lien pour rediriger les utilisateurs vers une plateforme comme YouTube, Vimeo, où la vidéo est hébergée. Donc l'idée, c'est d'éviter d'héberger la vidéo sur votre site, mais plutôt d'intégrer un lecteur qui est toujours plus léger. Et donc, si vous pouvez pas faire l'impasse sur les vidéos, vous avez des belles vidéos que vous avez créées avec votre entreprise, vous avez mis du budget dedans, vous voulez vraiment les montrer. Donc, évitez d'en mettre plusieurs sur la même page. Donc, ne les intégrez pas directement, optez pour un hébergement en dehors du site. Et puis, point très important aussi, il faut éviter de les mettre en autoplay, donc c'est-à-dire
il faut pas que la vidéo se charge automatiquement, se lance automatiquement quand on charge la page. Puisque là, derrière, en fait, De fait, ouais. Déjà, on bah, impose la lecture et c'est ça. forcément, c'est de la consommation. C'est ça. Et puis, il vaut mieux que la vidéo se charge lorsqu'un utilisateur effectue une action. Comme ça, on est sûr que la personne est vraiment intéressée par ce contenu et on ne dit pas je charge la vidéo systématiquement pour tous les visiteurs, même si ça les intéresse pas du tout. Donc, voilà, plusieurs petits conseils pour l'aspect vidéo. On va parler de la partie développement, donc c'est le quatrième item de cette liste. Donc la première chose, c'est qu'on va éviter les éditeurs de web en ligne, donc Wix, qui est assez connu, assez réputé. C'est-à-dire qu'effectivement, il nous permet de, par glisser-déposer, sans savoir faire du dev, faire des sites en no-code, sans codage derrière. Le truc, c'est que alors c'est facile à prendre en main, effectivement, mais derrière, comme c'est pas vraiment du sur-mesure, enfin, même pas du tout, le code qui est généré automatiquement, derrière, voilà, c'est cracra. C'est-à-dire qu'on a des centaines de milliers de lignes de code qui servent à rien parce que c'est très lourd. En fait, tout est mis dedans pour que ça fonctionne, quel que soit le contexte, mais derrière, ça nous produit un code qui n'est pas optimisé, pas fait sur mesure par rapport aux besoins, donc on va plutôt préférer utiliser un CMS et derrière aller, ou même un DevSP complètement, mais en tout cas, nous on utilise beaucoup WordPress et c'est vrai que derrière, c'est de base beaucoup plus léger et derrière, on va en plus améliorer, enlever ce qu'il y a à enlever, donc voilà, donc on va éviter en tout cas les éditeurs de sites tout fait. Là, on a parlé de Wix, mais il y en a plein effectivement qui proposent de faire son site en 3 clics et derrière, on se retrouve avec un code qui mérite d'être travaillé, mais de fait, on ne peut pas. On a aussi la réflexion de ce qu'on appelle faire un site statique plutôt qu'un site dynamique. Donc, en gros, un site statique, c'est un site sur lequel tous les contenus sont écrits en dur. C'est directement des pages HTML qui sont chargées. Donc, un petit schéma après qui explique un petit peu. C'est-à-dire que sur un site statique, sur le serveur, donc c'est pareil, c'est toujours des fichiers, c'est directement le contenu qui est écrit et quand c'est chargé, c'est directement le fichier qui est chargé. Les données ne sont pas différentes en fonction de l'utilisateur, en fonction de si je suis un type de profil. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes données. À la différence d'un site dynamique qui va aller chercher sur une base de données, donc je ne sais pas si on voit bien sur le schéma, si les données justement elles sont donc dynamiques dans le sens où je vais rechercher une donnée, la donnée va aller être récupérée sur une base de données qui va revenir sur le serveur, qui va être envoyée. Donc voilà, donc on sent que voilà, il y a des étapes qui sont faites en plus, tout un traitement côté serveur et donc, forcément toutes ces opérations elles sont coûteuses. Donc voilà, on peut faire le choix de faire un site statique. Alors, évidemment, l'avantage, c'est que ça charge plus vite. Après, l'inconvénient, c'est que vous, en tant que client, si vous voulez administrer votre site, vous ne pouvez pas le faire. Il faut demander à votre prestataire de le faire. Donc, ça peut être intéressant, mais pour un site one-page où vous savez que vous avez finalement peu de contenus qui sont amenés à changer, ça reste assez intéressant. Si vous changez un contenu par trimestre ou vraiment de manière très anecdotique, là, c'est vraiment pertinent. Et après, vous pouvez passer par peut-être d'autres services pour communiquer. Mais donc voilà, donc ça, c'est une vraie réflexion qui peut se poser. On a aussi tout ce qui est minimiser le code. Donc, comme vous expliquez là tout à l'heure, on peut optimiser le code, déjà, pour essayer de... Voilà, pareil, c'est du texte, mais le truc, c'est ce qu'on peut faire, c'est essayer d'alléger la manière dont on écrit notre code. Derrière, en fait, il y a possibilité de ce qu'on va dire compresser tous ces fichiers pour faire... Alors, ils seront plus du tout lisibles par l'humain. C'est pas le but. C'est-à-dire que nous, on travaille sur une version qui est tout à fait lisible. Et au moment où on va le déployer sur le site internet, on va compresser tous ces fichiers-là. C'est-à-dire que tous les espaces, ils vont disparaître. Les noms qu'on utilise, ils vont être remplacés par des noms plus courts. Et donc, ça va faire qu'au final, on va se retrouver avec un fichier de plusieurs kilooctets à quelques kilooctets. Et tous ces fichiers-là, ils sont chargés de toute façon, donc autant qu'ils soient le plus petit possible. Donc voilà, l'intérêt de minimiser le code est vraiment important parce que toujours, c'est comme je disais, c'est du chargement de fichiers et dès que c'est plus petit, de la même manière qu'on va limiter le poids des images, limiter le poids du code, de fait, ça va faire moins de chargement. On va aussi essayer de réduire le plus possible d'envoi des données. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de faire des accès à des bases de données, le fait de faire accès à des API externes, forcément, c'est des services tiers. Tout ce qu'on interconnecte, de fait, c'est à chaque fois des services qui sont appelés.
Et donc, tout ça, c'est de la ressource. On va aussi utiliser une technique qui s'appelle le lazy load. C'est une manière de ne pas charger tout de suite. C'est-à-dire que uniquement ce qui a besoin d'être affiché au-dessus de la ligne de flottaison sera affiché. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais scroller dans mon site, là, les images, les contenus vont commencer à apparaître. Ça nous permet déjà d'avoir un premier affichage de la page beaucoup plus rapide et justement de charger uniquement à la demande les éléments dont on a besoin. Donc ça, c'est une chose qui peut être mise en place assez facilement et qui est même, enfin, pour le coup, je crois qu'on le fait systématiquement. Mais voilà, donc c'est important de le mettre. Pareil, là, on parlait de WordPress, mais de manière général, tous les CMS, on va essayer de limiter tous les plugins qu'on peut mettre. Voilà, on est encore sur le superflu, éviter de charger plein de plugins potentiellement qui ne servent pas, ou même après, on peut challenger aussi les plugins, et c'est ceux qui consomment le moins. Parce que forcément, tous ces plugins se chargent et quand ils sont chargés, ça consomme. Il y a aussi, après, là, c'est pas le sujet, mais il y a aussi les soucis de sécurité, c'est-à-dire qu'en limitant aussi, il y a cet aspect-là. Mais donc voilà, donc on va essayer de limiter le plus possible tous les plugins qu'on met dedans. On va aussi éviter certaines animations, c'est-à-dire que, alors l'idée c'est pas de ne pas faire d'animation. Mais pareil, on est toujours sur le côté, si on en met de partout, si c'est waouh, c'est sympa, mais jusqu'à un certain point, on va aussi privilégier des animations. Alors là, ça sera plus technique, mais peut-être des animations plus avec des feuilles de style, des choses comme ça qui sont plus légères qu'en faisant du JavaScript. Donc JavaScript, c'est du script qu'on va écrire et qui potentiellement est plus lourd. Donc voilà, on va essayer de trouver le curseur entre l'animation qui est utile et qui sert le propos, et celle qui est juste des effets waouh, mais qui finalement ne transforme pas forcément l'expérience utilisateur. On va aussi, de la même manière que je parlais des plugins, pour les animations, il y a plein de librairies qui permettent de faire des super belles animations. On va essayer d'éviter de charger plein de librairies différentes pour faire plein d'animations, ou alors on sait qu'on va travailler sur une librairie qui propose plein de choses, on n'en chargera qu'une seule, on va essayer de travailler que sur cette même librairie, ou même si parfois il y a des développements, il n'y a pas besoin d'une librairie, on va le développer nous-mêmes. Alors ça peut prendre effectivement là parfois un peu plus de temps de le faire soi-même, mais derrière on va éviter de charger plein de fonctionnalités qui ne vont pas servir alors qu'on a besoin de faire juste un élément d'animation. Donc voilà, donc on va aussi éviter certaines choses. On va aussi le plus possible supprimer les trackings, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le tracking par définition ça fait appel à des services tierces, ça se connecte sur un Google Analytics, chaque fois que j'ai une information Google Analytics, ça va appeler les serveurs Google. Mais c'est pareil quand j'installe une Google Maps, derrière la Google Maps il y a de l'analytics qui va le faire, et voilà, et même d'ailleurs une Google Maps aussi, on n'en parle pas forcément là, mais est-ce que c'est utile si derrière, toutes ces API tierces, c'est du chargement, donc on peut réfléchir à des alternatives. Pour le tracking, par exemple, on peut utiliser Matomo, qui est réputé pour être beaucoup moins énergivore, et puis pour le coup, il est recommandé par la CNIL. Donc voilà, se poser ces questions par rapport à ça, toujours, est-ce que c'est utile pour l'internaute, est-ce que c'est utile pour nous, et si on peut le supprimer, on supprime. On va aussi éviter de générer des pages inaccessibles. Donc là, pareil, c'est... à chaque fois qu'on va créer des contenus de page ou potentiellement supprimer des pages, il faudra penser à faire des redirections. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des pages qui arrivent sur rien. Parce qu'en fait, une page qui n'existe pas, elle va quand même être recherchée. Et donc, de fait, comme elle va être recherchée, il va chercher. Je fais le gars qui cherche. Mais voilà, donc, en fait, voilà, c'est finalement qu'il n'accède pas tout de suite à l'information. Et donc, de fait, ça va prendre plus de temps pour retrouver finalement rien. Et ce rien, c'est une page 404. Et là, pareil, on va éviter de faire une page 404 qui est chargée de plein d'éléments, plein d'animations. Donc, on va déjà privilégier des pages un peu épurées, les 404. Là, c'est celle qu'on a à Concept Image. Donc, on est vraiment... Voilà, il n'y a pas d'image, c'est assez épuré. Et donc, voilà. Donc, c'est important à la fois de travailler cette page. Donc là, c'est vraiment une page statique. Il n'y a pas de contenu dynamique qui est chargé ou quoi que ce soit. Et surtout, on va essayer d'éviter le plus possible qu'il y ait ces 404 qui arrivent parce que, de fait, c'est de la... Voilà, le serveur va chercher l'information quelque part, dans la base de données, il ne la trouve pas, et jusqu'à un moment, il va effectivement arriver sur la 404. Mais si on peut éviter tout ce process avant, de fait, on fait de la consommation moindre. L'hébergement. Donc effectivement, oui, c'est tout à fait ma passion, mon sujet de prédilection. Donc l'hébergement, donc c'est un vaste sujet. Donc aujourd'hui, pour info, on estime que la consommation des data centers pourrait atteindre les 13% de la consommation énergétique mondiale en 2030. Donc c'est assez énorme. La source, c'est l'association française The Shift Project, qui s'appuie sur des données de 2017.
À l'époque, les data centers, ils représentaient 3% de la consommation énergétique mondiale en 2017. Donc, on estime à 13 en 2030. En gros, The Shift Project estime que la consommation énergétique du secteur numérique dans le monde augmente d'environ 8,5% par an. Ah, Donc, c'est pas rien du tout. Ouais. c'est juste énorme, quoi. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut choisir un hébergement vert? Donc, aujourd'hui, donc, il y a plusieurs points que vous pouvez vérifier lorsque vous renseignez sur des hébergements dits verts. Il y en a qui Ouais. le disent, il y en a qui le font Ouais. vraiment. Oui. Donc, il faut être assez vigilant. Donc, déjà, vous pouvez regarder la situation géographique des serveurs. Où est-ce qu'ils sont? Nous, on a tendance à dire qu'un hébergement qui est local, il va vous permettre de limiter la distance parcourue par les données pour arriver jusqu'à l'utilisateur. Donc déjà, c'est un premier point à prendre en compte. Il y a aussi un indicateur d'efficacité énergétique qui existe, qui s'appelle le PUE. Donc, essayez de regarder ce point-là aussi, s'il est disponible, s'il est communiqué par les hébergeurs. Il y a aussi la source d'énergie utilisée par le serveur. Donc, est-ce qu'il utilise des énergies renouvelables pour être alimenté en électricité, par exemple? Donc ça, c'est un point qui est très important. Est-ce que l'hébergeur, il a une gestion des déchets spécifique? Donc, l'appellation officielle, c'est DEEE. DEEE, 3 fois E. Donc, c'est déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, qu'est-ce qu'ils font des serveurs qui sont hors d'état d'usage? Est-ce qu'ils les recyclent? Est-ce qu'ils les donnent? Donc, qu'en est-il du matériel après son cycle de vie? Et enfin, bah voilà, la politique de recyclage des déchets de l'entreprise d'hébergement peut aussi être un point que vous pouvez regarder et qui peut vous aider à faire votre choix sur l'hébergement. Donc, alors oui, effectivement, Oui. la seule énergie verte, c'est celle qui n'est pas produite, évidemment. Donc, ne pas oublier dans tout ça que il faut que le site soit léger. Donc, si le site est léger, il utilise moins d'espace de stockage. Donc, il y a besoin de moins d'espace dans le data center. Et donc, ça utilise moins d'énergie pour alimenter et climatiser ce data center. Donc, voilà. La boucle est bouclée. Ouais. Et donc, à toutes les étapes du projet, voilà, on est force de proposition pour alléger les sites internet dans cette démarche d'éco-conception. Absolument. Donc, regardons ensuite à quoi ça ressemble concrètement un site éco-conçu. Parce que peut-être que... Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, il existe des préjugés qu'on entend souvent. Un site éco-conçu, il est un peu moche, il est un peu ennuyeux, ça bouge pas beaucoup, c'est du noir et blanc, un peu triste. Donc, il existe plusieurs contraintes à respecter pour être dans l'éco-conception, mais on peut aussi favoriser un design épuré, mais créatif, quand même. Donc, on va regarder ce qui se fait. On vous a sélectionné quelques sites internet pour vous montrer. Donc, on commence par le site de Kairos. Kairos, qui est une entreprise spécialisée dans la conception et la gestion de projets maritimes. Donc là, vous voyez, le site, il a été fait dans un design qui est sobre. Donc avec quelques couleurs. Il y a peu d'images, il y a pas mal d'illustrations. Donc vous voyez là sur le haut de la page, ça c'est une illustration. Voilà, en fait, il y a une vraie identité qui se dégage, même s'il y a assez peu d'images, assez peu de couleurs. Enfin, la page d'accueil est très bien structurée, on trouve bien les infos. Et on voit aussi qu'il y a des jeux voilà, des petites formes, des typos qui sont plus grandes sur les titres pour se repérer. Donc, c'est assez chouette ce qu'ils ont réussi à faire. Et là, on est vraiment sur un site basse consommation. Il est d'ailleurs auto-hébergé sur du matériel d'occasion.
Donc, bien joué à eux. Et puis, donc en fait, chaque page sur leur site, on est sur une moyenne de 1,51 grammes de CO2 ou d'équivalent, contre 6,8 pour un site web moyen. Donc, bien en dessous de la moyenne. Donc voilà pour ce premier site. On va vous en montrer un deuxième. Exactement. Donc le deuxième site, c'est le site de l'agence Wild and Slow. Donc il a été donc déjà eux c'est un site qui est dédié à la formation sur la communication responsable et le développement durable, donc forcément il faut qu'ils soient ils savent de quoi ils parlent, donc il faut qu'ils soient en cohérence avec leurs propos. Donc vraiment là, c'est inscrit dans leur culture d'entreprise, l'éco-conception. Voilà, ils sont engagés là-dessus et donc ils font du numérique responsable. C'est bon, le site est dessus, ouais. Donc là, c'est un site one page. Donc là, un one page, ça signifie qu'il n'y a pas d'autres pages à l'intérieur. Tout est sur cette page-là. Donc il y a quand même un menu avec des encres qui permettent d'aller, de parcourir directement et d'accéder à des encres à l'intérieur. Mais voilà, on voit que c'est vraiment épuré. Et on voit qu'ils ont travaillé sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos. On est vraiment sur de l'illustration avec des aplats de couleurs. Voilà, donc ils ont fait ce choix-là. Et voilà, pas de photos, de l'illustration comme ça. Tout c'est des images SVG. Enfin voilà, et malgré tout, ils ont quand même il y a un univers qu'on reconnaît bien. Donc ils ont vraiment réussi à bien travailler leur identité. Et pareil, on voit au niveau des typos, il y a 2 typos. Et ça fonctionne hyper bien. 3 couleurs, 2 typos. 3 couleurs, là, exactement. Et là, même au niveau des illustrations, ils ont rappelé les couleurs. Donc voilà, moi je vois ce site-là, je suis pas perdu, je comprends tout et je me dis pas tiens, il manque des photos. Donc voilà, donc ça c'est encore un bel exemple d'un site éco-conçu. Alors là, on n'a pas forcément le détail de ce que ça consomme, mais à mon avis, on doit être sensiblement sur les chiffres du site d'avant. Ah oui, je pense. Ensuite, au niveau des autres exemples qu'on a sous Alors, je fais juste une petite pause parce que j'avais pas vu. Il y a quelques questions. Ah oui, vas-y. Bah oui, on est tellement. On est sur notre on prend le train là. Alors, peut-on faire seulement une partie d'un site en statique? Est-ce que c'est un intérêt? Par exemple, tout le site est statique sauf la page d'actu. Oui. Voilà. Très bien. Non, mais oui, c'est vrai que c'est une réflexion qu'il peut avoir, effectivement. Ouais. C'est quelque chose qui est envisageable. Ok. Comment s'appelle l'indicateur? Alors, je ne sais plus à quoi ça faisait allusion, malheureusement. Existe-t-il un site pour mesurer le niveau de notre site en termes d'éco-conception? Ça va faire l'objet d'une partie du webinaire un petit peu plus tard, justement. On va vous montrer quelques extensions, mais je vois qu'il y a déjà un petit lien qui a été partagé, parfait. On nous dit, je crois que ce n'est pas parfaitement exact et que ça reste des estimations, car le calculateur ne peut pas tout voir et donc tout mesurer. Oui. On en parlera aussi, ça. On va en parler. Ça donne un aperçu tout à fait. Un indicateur lié à l'hébergeur. Je ne sais pas. Après, on va vous partager le support de la présentation. Je ne sais pas s'il y a un indicateur. Bon, après, il y a des sites comparatifs et choses comme ça. Et de fait, c'est les hébergeurs eux-mêmes qui vont mettre en avant en fait, tout ce qu'ils mettent en place. Donc voilà, il y a des hébergeurs qui sont plus réputés pour ça. Je ne sais pas s'il y a un outil spécifiquement, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses. On ne peut pas savoir ce que fait l'hébergeur chez lui et dans ses bureaux, ne serait-ce que la manière dont effectivement, il recycle. Je suis pas sûre qu'il y ait un indicateur. Après, il faut faire un petit benchmark. Je sais qu'il y a aussi des sites qui recensent les meilleurs hébergeurs au niveau de leurs actions écologiques. Donc, normalement, c'est assez facile de trouver. Et puis tous les ans, il y a des classements qui sont faits même assez régulièrement. Donc, il faut juste faire attention à prendre des sources qui sont fiables neutres et objectives. Parce que si c'est un hébergeur qui fait lui-même une page sur ses actions et qui se compare lui-même à d'autres hébergeurs, forcément. Oui, il y a ça. C'est vrai qu'il y a des comparateurs sur. C'est comme tout bench. C'est ça. Il y a d'autres questions que tu avais vues, non Non, c'était tout. Désolée pour le petit retard. Je garde un œil vif. Donc Primitive, Wild and Slow. Autre exemple. Donc là, on est sur le site qui s'appelle wholegraindigital.com. Donc là, on voulait montrer. Donc c'est une agence de communication aussi. C'est les bons élèves, généralement. Donc là, on veut vous montrer que c'est pas forcément blanc, parce que les deux sites
Précédent, c'était un peu un fond blanc, beige, des couleurs claires. En réalité, c'est pas une règle d'or, au contraire. Donc là, c'est une agence de com, donc ils sont spécialisés, dans la création de sites éco-conçus. Donc là, ils veulent, clairement prouver qu'un site, responsable, il peut être, attractif, créatif et efficace. Donc vous voyez, hein, il y a pas mal de couleurs sur leur page. Après, ça reste des grands aplats, des illustrations, comme on disait. Il y a quelques photos, mais elles sont assez petites. Je pense qu'elles doivent être compressées également. Donc on est sur une page qui est très légère aussi. Donc voilà, il y a quand même des couleurs très vives. Et en termes d'émissions, donc en termes d'émissions de CO2, on est à 0,07 grammes pour chaque visite. Donc c'est moins, grosso modo, c'est moins que 93% des pages web. Pas mal. Donc Ouais, c'est pas mal. Respect. voilà, belle Belle performance. performance. Donc là, on n'a pas d'autres exemples. En revanche, on a été voir Amandine, qui est la directrice de communication du site de la ville de Saint-Jacques, et Que nous avons réalisé. et que nous avons réalisé absolument. Tout à fait. Et bah écoute, on va voir une partie de ce témoignage qui parlera très bien de son expérience. Donc, derrière. Alors aujourd'hui, on est avec Amandine, qui est directrice de la communication à la mairie de Saint-Jacques. Et on est là pour parler éco-conception et site web. Alors, quelle image tu avais de l'éco-conception avant de débuter ce projet? Eh bien, je n'avais pas d'image, en fait. Du coup, quand on a commencé l'idée de refondre notre site internet, on s'était dit qu'il fallait qu'on mette une notion de développement durable, comme c'est le cas dans tous nos projets, en fait. Mais en n'y croyant pas trop. C'est pour nous, de toute façon, c'est du numérique, on va faire au mieux, mais ça sera vraiment des détails. Et en fait, c'est au cours d'un atelier animé par Concept Image qu'on s'est rendu compte que l'éco-conception existait, que c'était vraiment un vrai truc autour du numérique. Et donc là, on a réarticulé tout le projet autour de cette idée d'éco-conception. Pour vous, c'était pas une évidence d'intégrer l'éco-conception dans le projet. C'est venu au fur et à mesure de l'avancée en fait de la refonte du site web. Voilà, exactement. L'idée, c'était que c'était du bonus si on arrivait à faire quelque chose. Et quand on a découvert que ça existait, là, par contre, c'est devenu central dans le projet. On se dit, ben, on voit que ça existe, on en profite. On a regardé, on a vu que pas beaucoup de sites, mine de rien, qui étaient construits autour vraiment de l'éco-conception. Donc on s'est dit qu'en tant que service public, on avait aussi une carte à jouer de montrer l'exemple et puis d'être exemplaire sur le sujet. Qu'est-ce que tu dirais à une collectivité, une société qui a envie de se lancer dans l'éco-conception? Déjà d'y aller, que c'est passionnant, on a vraiment appris plein de choses, qu'il faut être prêt à tout remettre en question, parce que y a la question de l'éco-conception du site, mais après je dirais qu'il y a l'éco-animation du site, comment on le fait vivre, et ça on n'était pas forcément rendu compte au début, que ça nous oblige aussi à harmoniser tous nos choix éditoriaux autour de ça, qu'une fois que notre site est éco-conçu, qu'est-ce qu'on fait avec nos réseaux sociaux? L'idée c'est pas, on met plus de vidéos sur le site, mais on met tout sur ailleurs, donc c'est vraiment obligé à repenser toutes les pratiques numériques autour et à être prêt à aller à fond dans le projet. Donc c'est passionnant, mais préparez-vous à changer des pratiques. Aujourd'hui, tu es 100% ravi d'avoir lancé ce projet de refonte de site web en intégrant l'éco-conception. Tout à fait. Nous, on est ravis au sein de l'équipe projet. Ça a été que des super retours. Tout le monde a appris et été très content. On a eu des super retours des collègues qui s'emparent aussi, qui font vivre le site à travers nous. Et on a aussi eu des super retours des usagers, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en une globale du site. L'idée, c'est pas de faire du greenwashing et de montrer, regardez comme on est bien, mais c'est juste de le faire vivre au quotidien. Mais il n'empêche qu'on a quand même bien sûr communiqué sur la démarche. Et c'est vraiment un bon retour qu'on a eu des usagers qui justement nous posent des questions de « Ah, on savait pas que le numérique, ça pouvait... soit on savait pas que le numérique, ça pouvait polluer autant, ou au contraire, on savait pas que le numérique pouvait un petit peu être éco-conçu. » Donc voilà, que de bons retours et on est ravis. Pour faire Fait un petit tour de ce qui existe pour rendre son site un peu plus éco-conçu. Est-ce que
vous avez en tête des éléments qui pourraient faire que votre site soit amélioré? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place suite à ce qu'on a vu ensemble? Est-ce que vous voulez retravailler vos images? Est-ce que vous voulez supprimer des vidéos? Est-ce que vous voulez... Les éléments qui vous parlent le plus finalement Ouais. de ce qu'on a pu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent envie? Alors, on nous demande sur quel budget partir pour un site web éco-conçu en moyenne. Ah bah alors là, le budget, ouais, ça Comme dépend. un site web, en fait, ça dépend de ce qu'on met dedans. C'est pas Ouais. le différentiel éco-conçu ou pas, il est pas forcément. Bah oui, le différentiel, il se fait en fonction des fonctionnalités qu'on va choisir, de plein de choses. Ouais, c'est assez délicat là. Ouais. Ça, c'est pas Là, on une peut pas réponse- trop c'est pas- s'avancer c'est sur pas un une- C'est pas budget. une super réponse, mais c'est vrai que ça dépend. Une réponse de Normand, ah bah, ça dépend. C'est ça. Alors, Steph, ce n'est pas forcément plus cher, c'est surtout une façon différente de penser le site. Mais très bien, Poitou 35. Magnifique réponse. Alors, est-ce que vous avez en tête les choses que vous voudriez mettre en place ou peut-être refaire tout Ça votre site? réfléchit, ouais, peut-être. Ouais. Bah, parfois, c'est ça passe Eh par oui. une réflexion globale, Ouais. effectivement, pour qu'il y ait une. Ok. Bon, Pas trop ça de demande réflexion. du Bah, temps. ça, Ça ça réfléchit- non, mais ça demande- réfléchit, là, justement. Eh Ils sont oui. en train d'intégrer tout ça. Ça fait Ça beaucoup d'un coup réfléchit. à intégrer. Compresser mes images et mettre moins de vidéos direct en accession. Effectivement. Alors, direct en accession, ça veut dire qu'elle se lance automatiquement sur votre site actuel. Ouais, effectivement. Ouais, déporter ça, comme tu disais, sur Ouais. des plateformes qui font ça. Mm. Au moins, elle n'y est pas à plusieurs endroits. Ouais. Après, il y a des leviers, des choses qui peuvent être mises en place assez. Enfin, le fait de travailler les images, c'est des choses qui peuvent, sur votre site, vous pouvez oui. déjà le faire et y repenser, dire tiens, je vais refaire une repasse sur toutes les images de mon site aujourd'hui Ouais. et déjà les remplacer par les mêmes compressées ou pas. Bah, en fait, là, sans coût supplémentaire, sans même intervention de notre part, vous pouvez déjà dire ah, ouais, tiens, Ouais, je c'est ça. vais un peu travailler là-dessus. Bah, compresser et puis aussi Et- intégrer des ouais. images qui sont déjà aux bonnes dimensions en Mhm. fait. Déjà. Si vous avez des images que vous voulez afficher en tout petit, bah, évitez d'importer une énorme photo dans votre médiathèque Mhm. pour qu'elle soit ensuite redimensionnée par le site. Mhm. Il vaut mieux de base mettre une image qui est petite et qui correspond vraiment à ce que vous voulez afficher. Donc ça, c'est des bons réflexes à avoir effectivement. Vous pensez, t'as raison, c'est ce que tu disais, c'est ce qui est visible. C'est-à-dire que là, vous vous dites, bon, une image, elle sera petite sur mon site, mais elle sera quand même hébergée, elle sera stockée sur un stockée en disque quelque grand. part. Et Mm. ben, en fait, même si c'est pas effectivement chargé, que votre site il va charger une image réduite, Mm. bah, il va quand même stocker sur le serveur cette image-là. Donc voilà, Ouais. toute cette Ça, réflexion-là, de faire et même, on n'a pas forcément dit, mais le fait de faire du nettoyage dans la médiathèque, c'est-à-dire que tous les médias que j'ai mis à un instant T que j'utilise plus, bah, supprimons-les. Ils Mm. servent plus et par contre, ils sont là, ils consomment. Alors, on nous dit aussi, j'ai récemment travaillé sur le poids des images, mais je pense que ça peut encore être optimisé. Tout à fait. Peut-être que ça peut être bien de faire une petite repasse. Ensuite, on peut parfois dépenser quelques milliers d'euros pour optimiser son site actuel. Un plugin qui compresse ses images Mhm. automatiquement, oui, effectivement. Créer des illustrations sur mesure qui seront légères et qui remplaceront des images ou des vidéos plus lourdes. Effectivement. Beaucoup d'images, beaucoup de pages non consultées. Mm. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est clair, pareil, ouais, toutes les pages qui ne servent pas, de fait, elles seront oui. consultées, si c'est pas par les internautes, elles seront consultées par les robots des moteurs de recherche, Ouais. qui de fait en fait, toute cette consultation de pages, moins il y a de pages, moins il y a de pages à consulter, et moins il y a de travail de ces robots. Donc Ouais. voilà, tout ça, tous ces petits éléments-là qui se mettent bout à bout. D'autres choses, non Ok. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à maintenant. Il y a plus qu'à, exactement. Donc, on va Alors, bon, du coup, on a parler eu la question tout à sur l'heure. les outils, justement. Voilà, on Donc va- c'est très bien, on enchaîne. Alors, c'était quelqu'un de chez nous, non On va évaluer l'impact écologique de son site. de son site. Comment est-ce qu'on fait ça? Bah, on va utiliser des outils, parce que là, comme ça, avec une baguette magique, bah, c'est pas simple. Donc, on va parcourir. Alors, il y a sûrement d'autres outils, mais là, on vous parle de ceux qu'on connaît, qui ont une réputation. Donc, le premier outil, c'est un site. Donc, c'est le site Website Carbone. Donc, c'est un calculateur de carbone. Vous rentrez l'URL du site, de la page que vous voulez. Pour lesquels vous voulez connaître effectivement l'impact écologique. Et donc, derrière, il y a
5 données clés qui sont recueillies, à savoir tout ce qui est lié au transfert des données de ce site, donc l'intensité énergétique des données web de ce site, les sources d'énergie utilisées par le centre de données. On a aussi l'intensité carbone de l'électricité et puis globalement le trafic sur le site. Donc en faisant ça, on va avoir un certain nombre de résultats. Et là, bon, on vous a mis l'exemple sur le site de Concept Image, sur la page de Concept Image. Et donc voilà, c'est un peu petit. En tout Alors cas, on nous demande, c'est gratuit? Oui, ah oui, c'est gratuit, c'est pardon. tout à fait gratuit. Oui, bah oui. C'est effectivement le site. On a l'URL. Tu l'as partagé? On pourrait la partager? Ouais, elle est Ok, partagée. elle est partagée, super. Donc là, nous, on voit que sur cette page d'accueil aujourd'hui de Concept Image, on est sur A, donc ce qui est plutôt pas mal. On pourrait être à plus, c'est sûr, mais bon, on y travaille. Ce qui est assez important aussi à noter, c'est que nous, en 2020, sur cette page d'accueil, on a retravaillé, on était à 0,25 grammes de CO2. Et là, en 2024, on a travaillé dessus, on est passé à 0,18. Alors, ça paraît rien, mais effectivement, c'est ces petites valeurs qui font que multiplié par le nombre d'internautes, c'est assez significatif. Donc voilà, et je ne sais pas si c'est marqué par rapport au nombre de... C'est un peu petit pour moi. Si, normalement, c'est indiqué. C'est plus propre que 82% de toutes Voilà. les pages web dans le monde. Voilà. Ça va. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Bon, voilà, c'est des stats qui sont intéressantes à consulter. Il y a aussi plus de détails. Enfin, là, on va pas passer en revue, Non, mais bien sûr, mais il y a ouais. plus de détails plus bas sur la page quand on analyse un site. Ouais, après, et puis même là, au niveau des analyses, là, on a juste la capture, mais effectivement, ils expliquent effectivement ce qu'ils analysent. Enfin, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'ils récoltent comme information. Donc, on vous invite à regarder ça de plus près. Il y a un deuxième outil qui est intéressant, s'appelle Green IT Analysis. Donc là, c'est une extension Google qui analyse votre site et vous donne une note globale. Donc là, il y a un petit exemple, on a fait le test avec notre site. Et donc, en fait, ça analyse le score global. Et il y a aussi des bonnes pratiques qui sont indiquées en dessous. Ça équivaut un peu, pour ceux qui connaissent un peu le SEO, ça équivaut à Yoast SEO, qui est un plugin WordPress assez connu, où en fait on a un score et puis tout un nombre de bonnes pratiques. Après, c'est très très détaillé. Pour avoir tout dans le vert, il faut être au taquet, mais ça donne pas mal d'indicateurs, en tout cas, sur ce qui est possible d'améliorer. Et un autre outil aussi, donc Website Footprint, là, pareil, c'est une autre extension Google. Donc là, c'est assez... Quand on dit Google, c'est Google Chrome. Oui, Google, oui, tu as raison. Pour les navigateurs. Dans le navigateur, effectivement, c'est une extension de navigateur, il faut être précis, qui permet de voir pareil la quantité de CO2 qui est émise par un site. Donc ça donne un score avec une pastille de couleur un peu classique pour comprendre un petit peu le type de données. Donc là, pareil, on a toujours sur notre site, on a mis l'extension, on a regardé, donc on est, je vois pas bien la note, mais pareil, on est on est à la limite du vert foncé là, qui est le maximum, et donc ça permet de savoir un petit peu où on se positionne. Et là, pareil, au niveau des valeurs sur notre site, donc je comparais par rapport à 2020. Donc nous, sur notre site, en 2020, on était à 1,3 g de CO2 sur la page web sur 6 pages visitées, et en 2024, on est passé à 0,56 pour 115 pages visitées. Donc là, on a pour le coup vraiment bien progressé. Après, vous voyez que les indicateurs ne sont pas toujours les mêmes en fonction des outils. Donc c'est pour ça qu'on vous en donne plusieurs aussi. C'est intéressant de... Il ne faut pas se fier qu'à un seul outil. Le précédent, on était à D. Alors chacun a son baromètre un peu de... Oui, c'est pas forcément les mêmes choses. Et effectivement, voilà. et après, Mais d'avoir plusieurs outils comme ça permet aussi d'avoir une note globale. Et puis d'avoir plus de pistes d'amélioration aussi. Et puis d'avoir plusieurs outils et aussi tester plusieurs pages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à juste tester la page d'accueil. Qui des fois est plus énergivore, la page d'accueil, que les autres pages, parce que par définition, c'est la page d'accueil. Donc c'est là on va peut-être mettre en plus en avant. Donc si on a la page d'accueil qui est un petit peu plus consommatrice, mais que toutes les autres pages finalement sont top, on va dire que qu'on minimise un petit peu. Donc voilà. Donc il faut vraiment... penser à tester toutes ces pages, et parce que c'est des estimations, ça c'est sûr. Mais voilà, faut vraiment penser à faire ça. Comme on disait, c'est des mesures, c'est ce que disait quelqu'un aussi sur le chat, c'est effectivement des estimations, donc c'est pas des données exactes à 100%. Donc pour ça, en multipliant le nombre d'outils, on a une tendance qui voilà, si 3 outils nous disent que notre site est mauvais, on a plutôt tendance à se dire que c'est le cas, et à l'inverse, si c'est plutôt bon,
voilà, ça peut nous rassurer, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de finement appliquer ces sauges-là. Et voilà, donc c'est vraiment des indications, mais effectivement, faut penser à ça. Alors, encore un challenge. Oh là, on enchaîne les encore un challenges. challenge. Donc là, on est sur. On va essayer de voir si on a une bonne intuition. C'est-à-dire qu'on va demander au chat. Ouais. Est-ce que vous avez un site que vous souhaitez qu'on analyse? On va se fixer 1 minute pour faire une première analyse. Donc, on a une petite extension qui nous donne le score. Voilà, le score. De consommation de CO2 du site, et on va essayer de voir d'analyser pourquoi ce score. Pourquoi ce score? Qu'est-ce qui, selon nous, est intéressant et a été mis en place pour ceux qui ont le bon score, ceux qui ont le mauvais score, des pistes d'amélioration. Donc, est-ce que vous avez un ou plusieurs sites qu'on pourrait aller regarder? Alors, BretagnePorteDeLoire.fr. Allons voir ça. Alors, Bretagne-Porte-de-Loire. Donc là, on est sur la page d'accueil. Ouais. Alors, on n'aura pas la capture d'écran, mais on va analyser rapidement. Aïe, aïe, aïe. On est à 3,91 oui, grammes. On est très, très à droite. On est dans le... Attention à ce que tu dis, enfin. Oui. On est dans le rouge. On est dans le rouge. Voilà. Donc, au-delà de 2,5, c'est considéré comme dans le rouge. Alors, on donne les valeurs. Donc, il y a 8 pages qui ont été visitées. On a une consommation CO2 de 41,19 grammes et c'est l'équivalent charbon de 35,25 grammes. Ouais. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qu'on a qui pourrait expliquer ce score? Déjà, on arrive sur des grandes images. Avec un carrousel. Avec un carrousel. Donc, ça veut dire que déjà, il y a plusieurs images. Alors, on ne sait pas derrière si elles sont suffisamment compressées. Ouais. Donc là, on voit surtout qu'il y a des grandes images. Ah, on voit que ça, d'ailleurs. Avec un carrousel qui bouge automatiquement. Donc, voilà, on sait qu'il y a un peu de script d'animation. Ouais. Et c'est ce que je l'expliquais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que là, avec la mécanique du lazy load, c'est-à-dire que les images qui sont effectivement chargées au début, là, c'est-à-dire que ces images sont déjà chargées. C'est-à-dire que... Donc on voit qu'on a aussi pas mal de photos après dans donc c'est les événements, c'est ça, les actualités, voilà, les pareil. Actualités, on en a 6, donc on pourrait se dire, est-ce que 6 c'est nécessaire? Est-ce qu'on pourrait pas en mettre que 3 par exemple? Donc divisé par 2 finalement, le nombre de dalles, donc le nombre d'images, et derrière on ne sait pas non plus si les images de chaque actualité ont été compressées, parce que c'est pas parce qu'elles sont affichées en petit que derrière il n'y a pas un travail du site qui compresse et donc qui nécessite de l'énergie. Il y a deux éléments, c'est-à-dire que les images sont peut-être pas compressées et c'est peut-être des grandes images qui sont chargées mais qui sont vite réduites de manière à ce que ça rentre dans le... Et pourtant ça reste une grosse image qui est chargée. Alors, j'ose espérer que non, mais... C'est des suppositions, là. On analyse juste comme ça. Donc là, ensuite, on a la rubrique agenda. Alors là, on a un petit bloc, peut-être qui pourrait être allégé aussi. Je vois qu'on a 6 événements. Alors de base, on en a moins. Quand on a à chaque fois, voilà. On en a 2 de base, mais on en a 6. Est-ce qu'elles sont chargées après coup? Par exemple. Alors, on se rend pas compte. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles sont chargées après coup, puisqu'il y a un effet de transition. Donc, on se dit raisonnablement, elles doivent être chargées dynamiquement à la demande, mais en fait, il n'y a rien qui nous permet de le savoir. Donc, peut-être qu'elles sont déjà préchargées et qu'en fait, c'est juste un effet d'affichage. Ouais, peut-être. Donc, à voir si on pouvait en charger que 2 au lieu de 6, déjà, ça nous permettrait d'alléger la page. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Et après, on a le bas de la page... qui a l'air assez correct. On n'a pas de champ newsletter direct. On n'a pas de formulaire direct, donc ça c'est plutôt bien. Non, ça c'est plutôt bien. Ok. Après, il y a des éléments, effectivement. On remonte. Vas-y. Moteur de recherche, je vais voir dans le menu. Il y a un moteur de recherche. Donc là, c'est assez simple. C'est assez simple. Dans le menu, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas d'image dans le menu. Ouais, il y a moyen que ça se joue vraiment sur le haut de la page. Je pense que effectivement, ça doit être vraiment... Les photos, même si on n'a que 3... Là, il y a quand même des illustrations aussi. Enfin, là, on est plutôt sur du picto. Donc. Ouais, les pictos, ça c'est bien.
Ouais, Donc, ouais. moi, à mon avis, la grosse consommation, c'est les images, en tout cas, Ouais. à première vue là-dessus. Les grandes images en haut de la page et puis les autres images de chaque actu et de chaque événement, peut-être. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de s'en faire un deuxième ou... Je sais pas s'il y en a eu Peut-être, d'autres. est-ce qu'il y en a eu d'autres? Alors oui, on a Allez, eu vas-y, applix.com. Apparemment, on est mauvais avec une note de F. Ah. On peut Applix. regarder Allez, on regarde applix.com. Applix. On va voir. Désolé, on n'a pas la capture, mais vous pouvez aller voir en même temps. Donc on va voir applix.com qui a un score de, oui, de F. Effectivement, on est à 4,28 grammes de CO2 émis par la page d'accueil uniquement. Euh, Et donc du coup, regardons ça. Donc on voit exactement le même scénario. Nous avons un carrousel Ouais. animé en haut de la page avec des grandes images. Donc là, on en a 4 cette fois-ci. Mm. Donc une de plus que le site précédent. Donc si celle-ci est très lourde, eh ben, ça en rajoute une de plus. Ok. Donc ça, là on a des légères animations de Ouais, texte, mais sort du ça texte. Là, va. pareil, on a Ah, alors là, et là on a un autre, on a gros, là. un slider avec des grandes images à l'intérieur. Est-ce que ces images Et là, sont optimisées? Il y en a pas mal, il y en a 8. Donc là, on pourrait se demander, elles sont chargées. est-ce qu'elles sont nécessaires? Alors oui, ça a l'air de correspondre à des secteurs d'activité, donc Ouais. c'est important de les représenter. Est-ce que le format slider est pertinent? Est-ce que ça pourrait pas être des petites dalles avec des pictos à la place? Est-ce que les images sont compressées? Est-ce qu'elles sont aux bonnes dimensions qui correspondent au bloc? Ensuite, nous avons un lecteur YouTube. Qui au moins ne se lance pas automatiquement. Il se lance pas automatiquement, tout à fait. Après avoir, est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il est pertinent sur la page d'accueil? Est-ce que ça peut être une image à la qui place? renvoie effectivement. Ouais, ça pourrait être ça. Et ensuite, on a un autre bloc Un visuel. avec un Ah, visuel. ça, c'est une composition effectivement d'un visuel. Ouais. Bon, ça a l'air correct. Ah, nous avons une carte. Ah, est-ce qu'elle est interactive cette carte? Est-ce qu'elle est interactive? Non, Non, c'est juste un visuel. c'est une image. J'ai l'impression. Ok. D'accord. Et ensuite, on a des actus. Ça, c'est une image. C'est une image. C'est une image, d'accord. Ouais. Ok. Ok. Et le J'ai footer. l'impression que voilà, donc le menu, il n'y a pas d'image. Après, à droite, là, c'est soit dans contact et ce que tu as là en haut à droite, là-dedans, c'est. D'accord, c'est juste des menus encore. On a des sous-menus. Ok, ça, c'est des liens. Ouais. Ok. Bah, sur là-haut, on a encore sensiblement avec beaucoup d'images. Hein. Ouais. Là, je pense que ça doit beaucoup se jouer sur les images aussi. Et ce carrousel animé, là. Ouais. Ouais, bah, même constat, je dirais. Après, on n'a pas une vision sur après, tout le regarder code ouais, c'est ça, là, on prend pas le la temps de façon regarder dont est derrière. développé le site. Hein. Mais à première vue, il y a peut-être quelques pistes à nouveau sur les images pour améliorer ça. Voilà. Les images ont été réduites récemment. Ah. Est-ce que le carrousel est proscrit? C'est une bonne question. Nous, on le fait de moins en moins. On fait de moins en moins, c'est vrai. On fait de moins en moins le carrousel. Hein. Et puis, pour des questions d'accessibilité également, pour des questions de référencement également, en fait, c'est plutôt moyennement recommandé d'avoir un élément qui n'affiche pas tout en première lecture. Donc, par exemple, si vous avez une information en deuxième slide de votre carrousel, bah, pour l'utilisateur, elle va probablement pas être lue. Je pense que pour l'algorithme Google aussi, c'est moins... C'est l'information qui est en deuxième, troisième, quatrième position est toujours moins mise en avant. Et puis l'aspect animé, forcément, ça alourdit. Ça alourdit. Hein. Après, c'est vraiment ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que voilà,
quand il y en a de partout, on ne sait plus où donner de l'œil. Et voilà, donc de mettre en avant l'information qui est importante. Et voilà, c'est-à-dire que là, on relègue dans un second plan les éléments qui sont après. Donc voilà, prioriser la priorité. C'est ça. Ok. Ah bon, En tout cas, très bien. merci pour ce petit Merci exercice. pour ces exemples. On enchaîne donc sur le dernier item de la liste qu'on appelait l'amélioration continue et puis le ménage. C'est ça. Donc, il y a des choses à prendre en compte pour faire vivre votre site et faire en sorte que dans la durée, il continue à ne pas consommer beaucoup d'énergie. Donc, grosso modo, on supprime tout ce qui n'a pas lieu d'être conservé, comme par exemple les actualités datant de 2012, éventuellement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, justement. Ouais, c'est ça. Donc, compresser les contenus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc, c'est bien de le faire au moment où vous créez votre site, mais il faut continuer à le faire dans le temps. Donc, ça demande un peu plus de temps que de mettre sa photo. Après, c'est des réflexes qu'on prend. En mais vrai, c'est des réflexes au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au moment où on va administrer notre contenu, si on pense tout de suite, on pense à notre rédaction de contenu, mais on pense aussi aux images, aux assets qu'on va mettre avec. Et en vrai, si on a les réflexes, on utilise les outils là qu'on vous a, I Love Image, choses comme ça. En fait, ça fait partie de la routine de le penser et c'est pas méchant, quoi. Donc on a aussi la possibilité de nettoyer sa bibliothèque de médias. Donc là encore, admettons, votre entreprise change de logo, et pensez à supprimer l'ancien dans votre médiathèque, ou supprimer tous les anciens visuels, les photos, je sais pas moi, des équipes de personnes qui ont quitté l'entreprise. Voilà, pensez de temps en temps à faire un petit ménage, évidemment en s'assurant que ce que vous supprimez n'est pas affiché sur votre site. Oui, les effets de bord. En même temps, c'est très éco-conçu, il n'y a plus d'image. Ah bah c'est sûr. Mais faut faire le ménage comme on fait le ménage chez soi finalement. Ça se fait aussi sur le site. Ou même dans la duplication aussi, parfois, ça peut arriver qu'on voit qu'il y a des médias, le même média qui est 3-4 fois. Pensez à ne pas le remettre, un média qui est déjà... est-ce qu'il est déjà pas dans la médiathèque? Est-ce que ça arrive, effectivement, on a oublié qu'il y était. Ça ne sert à rien qu'il soit 3-4 fois le même média. Donc du coup, il y a aussi la possibilité d'analyser la proportion de code qui n'est pas utilisé sur le site. Donc n'ayez pas peur, il y a une extension qui existe pour ça. Donc une extension Chrome qui s'appelle Code Coverage Calculator. Donc on va vous mettre ça dans le chat. Donc c'est une extension qui permet de vérifier en fait les différents scripts et styles dans la page, et qui va indiquer le pourcentage de CSS et de JS qui sont utilisés. De voir en fait si c'est cohérent avec ce qui est nécessaire dans votre site. Et en gros, ça va vous dire où est-ce que ça peut être optimisé dans le code. Donc en superflu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans le code, notamment sur le JavaScript, utiliser des librairies tierces pour faire une animation. Et si on charge toute une librairie pour juste une des fonctionnalités de la librairie, on va charger plein de choses. Donc voilà, essayer de se limiter à ce qui peut l'être. Donc voilà, avec toutes ces optimisations, grosso modo, votre site, il va être plus rapide. Donc l'éco-conception, ça impacte le temps de chargement, mais il faut rester vigilant parce que un site écologique est par définition plus rapide, mais un site rapide n'est pas forcément écologique. Et oui. Par exemple, le site de Amazon, il se charge très très rapidement, mais il consomme énormément d'énergie. Donc, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Il faut rester vigilant à ça. Voilà. Donc, vous avez maintenant quelques billes pour absolument mettre en œuvre cette démarche d'éco-conception. Je vois juste dans le chat une petite question sur Website Carbon. Est-ce qu'il analyse une page ou le site? Et il me semble que c'est une page précise. Le Website Carbon, c'était l'autre par contre, le troisième plugin, il y a plusieurs pages qu'on a d'être parcourues. Il le dit, le nombre de pages qui ont été analysées.
Mais website carbone analyse une seule page, effectivement. Donc, Vous êtes voilà. prêts? Vous êtes prêts à franchir le pas? Alors, il faut. Après, c'est on va y aller par étapes, hein, évidemment. Oui. C'est pas, on peut pas forcément tout faire d'un coup. Il y a déjà certains éléments que vous pouvez déjà même faire aujourd'hui. On parlait le fait de retravailler sa médiathèque, de retravailler sur ces images. Donc voilà. Ouais. Il y a déjà plein d'étapes. Donc on va essayer d'être le plus exhaustif possible pour optimiser votre site. Mais donc, il y a aussi des réflexes à adopter pour être éco-responsable. Donc, tous ces réflexes-là, c'est ce qu'on disait. Le fait de mettre un média au moment où j'écris mon article, de penser tout de suite à aller optimiser mon image, au début, il faut que je pense à le faire et à la fin, j'y penserai même plus parce que ça sera naturel. Donc, et puis, il y a après d'autres réflexes donc, qui sortent du périmètre finalement de la conception de votre site. C'est d'autres réflexes qu'on peut avoir de la vie de tous les jours. Et autant se lancer. Alors certains le font peut-être, mais c'est bien de les rappeler. C'est-à-dire que supprimer ces deux emails. De la même manière qu'on dit supprimer vos médias de votre site, supprimer des vieux articles, mais pareil, votre boîte mail, tous les mails que vous conservez sur votre serveur, parce que là, ils sont conservés chez OVH, chez différents fournisseurs. Derrière, tous ces mails-là, ils prennent de la place sur les serveurs. Et donc, toute cette place-là, elle utilise des disques durs. Et puis, ils sont potentiellement dupliqués sur d'autres serveurs et choses comme ça. Pour toute cette place-là, c'est de la consommation. Toujours sur les leviers des emails, c'est-à-dire que les conserver, déjà, c'est pas utile. Mais même en envoyer, simplement, se poser la question si un mail, il était utile, quoi. Parce que non, voilà, ou en tout cas c'est de mutualiser, c'est-à-dire qu'envoyer 3 mails d'affilée alors qu'on pourrait tout faire dans un seul mail avec tous les détails, voilà, on consomme 3 fois moins, donc c'est des petits réflexes à avoir. Pareil pour pour éviter les envois de mails, c'est-à-dire que vous évitez d'envoyer des mails, mais si vous pouvez vous arranger pour que des services évitent d'envoyer des mails, désinscrivez-vous des newsletters qui vous sont inutiles. Parce que la newsletter qu'on reçoit et qu'on supprime tout de suite, voire on a mis une règle pour la supprimer, du coup c'est un peu inutile. Donc voilà, donc tous ces réflexes-là à avoir. Pareil, utiliser le téléphone plutôt que de la visio. Voilà, c'est sympa de se voir, mais en vrai, si on peut s'en passer, faisons donc ça. On a quoi d'autre? Le tri dans des anciens docs. Pareil, c'est de la même manière que vos mails qui sont stockés sur un serveur, tous vos documents qui sont sauvegardés sur votre cloud, on va essayer de les supprimer parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 12 versions d'un doc. Tout l'historique, il n'est pas toujours utile. Donc, surtout que Google le fait déjà un petit peu pour nous, donc on va éviter de rajouter une couche. Après, on est sur des principes aussi tellement évidents, mais en fait, c'est des réflexes qu'on sait depuis toujours, là, pour le coup. Débrancher des appareils qu'on n'utilise pas, faisons-le, en fait. Il y a des multiprises qui ont des interrupteurs, et ça coûte pas grand-chose d'appuyer sur l'interrupteur. C'est ça, et éteindre ses écrans la fin de sa Éteindre ses journée écrans, aussi. ouais, ça c'est pas bien méchant. Et même de ce que j'ai pu lire aussi, un transfo, par exemple, le transfo de ton téléphone, s'il est branché mais qu'il n'est pas branché à ton appareil, il consomme. En fait, même le débrancher, on se dit, c'est pas grave, mon appareil n'est pas branché dessus. Mais en fait, si le transfo lui-même est branché, donc débrancher son transfo de la prise, en fait, on a dit, non, ça consomme pas. En fait, si, ça consomme, alors que pourtant, derrière, il délivre rien. Donc voilà, tous ces petits réflexes à avoir dès à présent. Et ça, on peut le faire tous dès maintenant. Ouais. Et comme on arrive relativement à la fin de ce live, on va enchaîner sur la suite de l'interview que vous avez commencé à regarder tout à l'heure. Donc, voilà, donc c'est Amandine va nous expliquer comment elle fait vivre son site éco-conçu au quotidien. Et elle va nous parler de ses bons réflexes, justement. Faire vivre votre site en intégrant l'éco-conception, est-ce que vous avez des freins ? Pas vraiment. On a pu en avoir au début, mais je pense que c'était plus lié à un manque de cadre, que l'éco-conception en elle-même. En fait, une fois qu'on a posé les règles, le cadre, l'idée c'est de le respecter, tout simplement, et de faire de la pédagogie auprès des collègues là-dessus, notamment de dire, voilà, une photo pour faire jolie, si elle apporte rien, c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, bien leur dire que non, ça veut pas dire ne pas mettre de photos du tout. Et par exemple, on s'est posé la question on avait le réflexe un peu, sans réfléchir, vraiment un réflexe, de mettre nos conseils municipaux en vidéo sur le site. Mais en fait, c'était une vidéo où il n'y avait que de l'audio. Donc à un moment, quand on s'est posé la question du poids de nos pages, on s'est dit, l'idée, c'est pas de plus les mettre, parce que c'est important, nous, pour notre communication, mais par contre, mettons que de l'audio, c'est plus léger, ça rentre beaucoup plus dans notre ligne éditoriale d'éco-conception. Voilà, donc là, c'est un exemple concret on n'a pas renoncé, mais on a adapté une pratique qui était faite
sans réflexion en fait à ce nouveau cadre de réflexion qu'est l'éco-conception. Et puis du coup, cette notion d'éco-conception numérique nous a ouvert à l'éco-conception en règle générale. C'est vrai que forcément, on fait les bons élèves sur j'ai envie de dire, les bases du développement durable, de bien choisir notre papier, nos encres végétales, optimiser nos quantités. Mais derrière, de penser l'écologie dès la conception, comme on l'a fait pour le site internet, et pas que dans la production. On pense notamment des automatismes en graphisme, d'utiliser des polices plus fines, de se dire qu'on va faire moins d'aplats de couleurs, de plutôt bosser sur les contours pour utiliser moins d'encre. On a découvert récemment qu'au lieu de faire des aplats de couleurs, on peut faire des motifs de points qui ont un rendu similaire en donnant un petit grain, mais qui du coup utilisent moins d'encre. Donc ça, c'est des choses aussi passionnantes où on se dit que on n'est pas que sur de l'éco-production, mais l'éco-conception, ça peut prendre tous les pans de notre travail. Et ça, c'est une page qui s'est ouverte grâce à cette première plongée avec le site internet, et c'est passionnant. Finalement, ça voudrait dire que s'engager dans une démarche d'éco-conception, c'est pas faire des concessions, c'est finalement s'adapter et trouver de nouvelles solutions. Exactement. C'est comme toute contrainte, en fait, de la contrainte naît après la créativité. Alors, créativité, on est peut-être sur un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas, voilà, ça nous oblige à penser autrement, justement, à penser en dehors de la boîte. Et je pense qu'il y a eu des belles idées, ou en tout cas des idées logiques qui en sont ressorties. Et donc pour l'instant, on n'a jamais dû faire un choix qui a été un crève-cœur et qui a été un renoncement. Merci beaucoup, Amandine, pour ces retours. Hop, nous revoilà. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Pour faire écho à la question qu'on vous a posée au début, est-ce que maintenant vous pouvez nous donner votre petite note de 1 à 5 sur votre connaissance du sujet en nous disant au début j'ai mis 2, maintenant j'ai mis 3. Comment est-ce que vous vous situez à la fin du webinaire par rapport au début? Ou l'inverse, au début j'étais à 3 et je me rends compte Ouais. que finalement je Ah connais oui, moins vous bien que ça. mettez 3, 4. On avait une tendance à 2 au début. On a eu une tendance à 2, là Donc, on a augmenté la 4, moyenne. 4. Pas mal. Bah super, ça veut dire Merci. qu'on a fait un Ça- x2 quoi. Ça fait plaisir. Bah ouais. Maintenant, on va faire la même chose en diviser votre éco-conception. C'est ça. Divisé par 2 le votre- poids de vos pages web. Exactement. Ok, bon bah super. Si ça vous a apporté des idées, c'est tant mieux. Donc du coup, juste pour clôturer, voici un petit rappel des prochains webinaires. Donc du coup, le prochain, ça va être le 21 mars. Ce sera sur le sujet de la créativité. Comment développer sa créativité. Le 18 avril, donc dans 2 mois, ce sera sur la création et l'animation de webinaires. Donc un webinaire pour dire comment on fait des webinaires. Inception. Inception, tout à fait. Et le 23 mai, ensuite, ce sera sur les méthodes agiles et comment dynamiser les projets grâce à certaines méthodes agiles. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi retrouver toutes nos ressources, donc tous nos replays des webinaires, nos podcasts également, notre page LinkedIn est dispo, notre blog. Donc, vous pouvez retrouver ça sur notre site internet et nos réseaux pour en savoir plus. Et voilà, et ça nous ferait très plaisir également si vous alliez nous mettre un petit avis sur Google My Business, si vous avez passé un bon moment avec nous ce matin. Donc c'est très simple et puis ça nous aide beaucoup pour notre visibilité sur Google. Voilà, petite dernière indication. Voilà, par rapport au copyright pour réutiliser nos contenus. Donc voilà, ça nous demande pas mal de travail. Donc si vous voulez réutiliser des contenus de notre présentation, vous pouvez nous demander la permission. Voilà, c'est toujours sympa. Oui. Voilà. Et ben merci à tous d'avoir participé, d'être venus. Et puis, on se retrouve bientôt. Ouais. Moi, dans 3, je suis là pour les méthodes agiles. Donc, Ouais, tout à fait. j'en retrouverai certains, j'espère. Donc, voilà. Et puis, bonne journée. à À bientôt.